Il y a plusieurs mois de ça, j'ai débuté un travail d'enquête dont cette vidéo est le compte-rendu. Ce que nous allons tenter d'analyser ici, c'est que des vulgarisateurs comme Assamandax accusent le collectif Zététique Métacritique de harcèlement, chose que le collectif nie bien entendu. Tu sais comment on le sait, ça? Parce qu'on a fait de la science pour le savoir. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. Ce n'est pas un secret qu'il y a ce que certains appellent une scission au sein de la communauté sceptique. D'un côté se trouvent les vulgarisateurs et vulgarisatrices sceptiques dites mainstream. De l'autre côté, un groupe de personnes cherchant à réformer le scepticisme. Cette opposition entre ces deux groupes a été cause de beaucoup d'échauffourées, et certains chez les sceptiques n'ont pas hésité à dénoncer là une forme de harcèlement. Dans cette opposition, je ne suis pas neutre, j'ai nécessairement un parti pris, car je suis humaine, mais aussi parce que je suis considérée comme faisant partie à mon échelle des vulgarisatrices sceptiques dites mainstream. C'est ainsi qu'en bonne sceptique, j'ai décidé de confronter mes croyances aux données. Selon le code pénal, le harcèlement c'est la répétition de propos ou de comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Ce qu'on doit bien retenir de ça, c'est que le harcèlement est défini par la notion de répétition, mais on prendra aussi en compte l'intention de la personne qui harcèle ou les effets de ce harcèlement sur la victime. Ce détail est très important, car l'un des arguments récurrents du collectif est qu'on ne peut les accuser de harcèlement, car ils et elles ne font qu'énoncer des critiques légitimes. Il ne sera pas ici question de juger de la légitimité des critiques du collectif envers les sceptiques dits mainstream. Car même si elles sont légitimes, leur répétition et l'impact de celles-ci sur la santé physique ou mentale des personnes visées peuvent être considérés devant la justice comme du harcèlement. Ce qui va donc nous intéresser aujourd'hui, ce n'est ni la légitimité des critiques de Zététique Métacritique, ni les intentions des membres du collectif, car ce serait risqué de tomber dans le procès d'intention. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur l'étude des données chiffrées pour observer s'il y a oui ou non une répétition d'actes pouvant être un indice de potentiel harcèlement. Afin de mieux saisir le contexte de la vidéo, nous commencerons par présenter le collectif Zététique Métacritique. Le collectif se présente lui-même comme un groupe de personnes passionnées par les sciences ou l'esprit critique et qui ont été déçues de la manière dont l'esprit critique était parfois défendu par les sceptiques mainstream. Le collectif juge que les travaux de critique raisonnée ne s'attaquent qu'aux complotistes et passent totalement sous silence les dérives scientistes qu'ils et elles observent dans les milieux sceptiques. Leur but est donc de pallier ce manque grâce au contenu de leur blog collectif. Par ailleurs, les membres du collectif disent s'identifier à divers mouvements de gauche radicale. Pour nos analyses de données, nous nous sommes concentrés sur les membres déclarés de ce collectif. En effet, le 22 juin dernier, Zététique Métacritique a publié un thread informant que la liste des membres était désormais disponible dans la liste des comptes suivis par le collectif. De l'autre côté du ring, si l'on peut dire, nous avons les vulgarisateurs et vulgarisatrices sceptiques mainstream. Ici, pas de collectif ni de liste de membres, il s'agit d'un groupe beaucoup trop difficile à borner. Nous avons choisi d'inclure dans notre groupe les plus gros comptes francophones produisant du contenu de vulgarisation étiqueté comme sceptique. Pour cette enquête, nous avons tenu à utiliser des méthodes accessibles à tous et toutes et pour lesquelles les procédés seront vulgarisés et la méthodologie détaillée en description afin que les personnes qui le souhaitent puissent reproduire l'expérience. L'équipe est composée de 5 personnes ayant travaillé en collaboration, dont 2 personnes n'ayant pas de lien direct avec la vulgarisation sceptique dite mainstream. La plupart des personnes ont souhaité rester anonymes par peur du harcèlement qu'elles pourraient subir suite à la publication des données. Je vous demanderai donc de respecter leur choix et de ne pas chercher à connaître leur identité. Pour commencer, nous nous sommes intéressés au blog du collectif. En ce sens, et parce que je débutais l'enquête seule, j'ai commencé par lire tous les articles disponibles sur le blog. J'ai pu ainsi récolter manuellement un grand nombre de données. Par la suite, nous avons souhaité comparer ces données à celles de 2 blogs tenus par des personnalités de la sphère sceptique mainstream. La menace théoriste, tenue par Thomas Durand, et l'économiste sceptique, tenu par Olivier Slimar Casanova. Comme la menace théoriste regroupe plus de 400 articles, il n'était pas possible de récolter les données à la main, comme pour le premier blog. Nous avons donc extrait les données des 3 blogs et les avons analysées grâce au logiciel libre R, ce qui nous a également permis de vérifier les données collectées manuellement. Commençons par observer dans leur globalité les 3 blogs.
Le blog de Zem comporte 61 articles, le plus ancien datant du 8 avril 2015. Le blog d'Acermandax, la menace terroriste, comporte 405 articles, le plus ancien datant du 1er octobre 2013. Et enfin, l'économiste sceptique qui comporte 86 articles, dont le plus ancien date du 3 mars 2021. Ce qui nous a donc intéressé, c'est de savoir la part de critique parmi les articles de ces différents blogs. Commençons par le blog de Zététique Métacritique. Ici, vous pouvez observer la quantité d'articles publiés sur le blog depuis sa création. Nous avons pu recenser 19 articles critiquant des sceptiques et ou vulgarisateurs sur les 61 disponibles, soit une proportion d'un peu plus de 30% de critiques. Depuis 2019, la proportion d'articles critiquant des sceptiques n'a cessé d'augmenter, atteignant un taux de 50% de critiques sur les 10 derniers articles. Parmi les sceptiques, celui qui est le plus souvent critiqué est Thomas Durand, avec un total de 10 articles le citant négativement, soit plus de 52% des articles critiques de sceptiques. Cependant, comme les sphères Zem et Zet ont pour principale occupation de critiquer et ou de débunker des contenus, nous ne pouvons pas tirer de conclusion concernant un potentiel acharnement de la part du collectif envers Acermandax. Cette récurrence de la critique pouvant être tout aussi fréquente sur les blogs sceptiques. C'est d'ailleurs un argument récurrent du collectif, comme quoi Acermandax serait au moins aussi virulent qu'eux envers certaines personnalités de la complosphère, comme Idriss Aberkan. En cela, nous avons voulu vérifier la récurrence des critiques sur les blogs de la menace terroriste et de l'économiste sceptique. On observe que la proportion d'articles critiquant Aberkan sur la menace terroriste représente 4,4% des articles. Du côté de l'économiste sceptique, la personne la plus critiquée est Jean Covici. Ses critiques représentent 8% des articles. Dans un cas comme dans l'autre, les proportions sont bien inférieures à celles qu'on retrouve sur le blog du collectif, puisque les articles critiquant Acermandax représentent 16% des articles du blog. On peut donc observer un intérêt fort de Zem pour Thomas Durand. Mais vu le peu d'articles sur le blog et le fait que leurs publications soient très espacées dans le temps, nous avons cherché à observer si les membres du collectif montraient le même intérêt sur les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, à travers 2 jeux de données différents. Pour cela, nous avons utilisé l'API de Twitter. Il s'agit d'une interface de programmation qui permet de se connecter aux données Twitter de façon automatisée. Elle peut être utilisée pour afficher automatiquement des tweets sur un site web ou pour exploiter des données à des fins de veille sur les réseaux sociaux. Pour le premier jeu de données, nous avons décidé de nous intéresser aux comptes Twitter déclarés comme faisant partie de Zététique Métacritique. Nous avons bien sûr reproduit l'exercice sur plusieurs comptes étiquetés comme sceptiques, principalement ceux les plus souvent critiqués sur leur blog. Nous avons donc extrait plusieurs milliers de tweets afin d'en récupérer des données chiffrées. L'extraction étant limitée, nous n'avons pu extraire que les 3200 derniers tweets environ pour chacun des comptes étudiés. Il y aura donc des biais liés à la fréquence moyenne de tweets de chaque compte. Certains comptes publiant beaucoup, nous n'avons pu remonter que sur quelques mois, alors que pour d'autres, nous avons pu remonter parfois à presque 2 ans. Sur ce tableau, on peut voir la plage de temps sur laquelle nous avons des données, ainsi que le nombre moyen de tweets par jour sur cette plage de temps, et le nombre de tweets moyens par jour depuis la création du compte. Nous avons décidé néanmoins de ne pas faire d'extrapolation des données que nous avons par rapport à ces informations, car l'humain est changeant et les comportements des individus en ligne changent avec le temps. Pour identifier les sujets de prédilection des comptes Zem et Zet, nous avons fait appel à un algorithme de reconnaissance d'entités identifiant dans les tweets quels mots sont des noms, des conjonctions, des verbes, etc. Ensuite, nous avons conservé les noms propres et les noms communs et effectué un calcul de co-occurrence entre ces entités à l'aide d'un modèle mathématique utilisé en écologie numérique. Ce modèle a été originellement développé pour inférer la co-occurrence entre des espèces, mais fonctionne bien pour calculer des co-occurrences entre les mots. Nous l'avons donc appliqué aux données récoltées pour identifier les co-occurrences de mots significatives. En bref, nous avons cherché à voir lorsque plusieurs mots sont régulièrement associés dans un même tweet sans que ce soit le fruit du hasard. Ce qui nous permet de mettre en évidence les thèmes les plus importants pour chaque communauté. Voici l'infographie relative aux mots utilisés par les comptes Z. On peut voir par exemple ici, en vert, que le mot vaccin est assez utilisé et qu'il est le plus souvent utilisé avec les mots Covid, antivax ou effet. Sur ce graphique, on peut observer plusieurs modules importants. Tout d'abord, le plus important, vidéo, qui est lié à plusieurs mots tels que promo, description, montage, etc. Ce qui n'est pas étonnant, puisque les comptes étudiés sont en très grande majorité des comptes produisant du contenu vidéo sur YouTube. On trouve également un module assez important autour du mot astrologie. C'est sans doute dû au fait que notre collègue Astrocept est un des comptes de notre base de données qui tweet le plus. On pourra voir d'autres modules autour des mots critique, article, science ou encore merci.
On peut voir également, en zoomant en bas, que le mot France est très lié au mot Russie, pays ou encore Belgique. Mais surtout au mot soir, qui correspond au journal France Soir, connu pour ses articles très complotistes. Prenons maintenant l'infographie relative aux comptes déclarés comme faisant partie du collectif. On retrouve comme chez les Z le mot science, qui est rattaché, entre autres, aux termes histoire, discipline ou encore méthode. On retrouve aussi parmi les modules principaux les mots vidéo, article, thread et critique. On notera la présence d'une île se formant avec les mots connard et merde, un vocabulaire totalement absent des occurrences significatives chez les Z. En dehors de ça, il apparaît que les comptes Zem et Z étudiés ici ont un certain nombre de sujets de prédilection en commun. Mais si nous regardons de plus près, on trouve deux termes qui n'ont pas forcément beaucoup de liens avec le reste, mais qui apparaissent néanmoins comme significatifs dans les sujets de prédilection des membres de Zem. Tout d'abord Mandax, qu'on trouve relié à Thread et à Critique, en bleu, et Durand, relié à Réponse, Discours et Harcèlement. Il est déjà assez marquant de voir apparaître parmi les co-occurrences significatives deux termes se rapportant à Acer Mandax. Mais observons de plus près les chiffres. Dans ce tableau, on peut voir les quantités d'usage des mots. Nous nous concentrerons ici sur ce que l'algorithme a identifié comme des noms propres. Chez les comptes Z, on trouvera en tête des mots comme Twitter, France, Raoult, Covid, YouTube, Ukraine, Russie, Aberkan ou Macron. Ce qui correspond sans étonnement à l'actualité et aux préoccupations des sceptiques comme la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid-19. Si on descend encore plus bas, on trouvera Poutine, Antivax, Dieu, IHU, Internet, Pen pour Le Pen ou encore Lancet. Ce qui encore une fois n'est pas très surprenant. Du côté des Zem, j'avoue avoir été tout de même très surprise par les résultats. Puisque comme vous pouvez le voir, on retrouve encore une fois en première position le mot Twitter suivi de Zem et France, ce qui n'est pas surprenant. Mais ensuite arrivent dès la 4e place les mots Durand et Mandax, suivis de Macron, nouveau Tub pour Tronchambier, suivi de Z. Si on compare les deux tableaux sur un sujet comme la pandémie de Covid-19, le terme Raoult, qui est arrivé en 3e position chez les Z, arrive chez les Zem seulement à la 20e ligne. Le terme Covid, qui était à la 4e place chez les Z, est ici seulement à la 61e ligne. Et enfin, le terme antivax passe de la 14e ligne côté Z à la 123e ligne côté Zem. On pourra poser l'hypothèse que le collectif n'est simplement pas focalisé sur les sciences dites dures ou préfère se focaliser sur des sujets plus politiques. Mais on pourra remarquer, en descendant un peu plus bas, que les membres du collectif citent plus souvent Thomas Durand que Macron, Le Pen, Zemmour ou encore Poutine qui arrive très très loin derrière. Et il est selon moi assez triste de voir beaucoup plus d'attention portée à Thomas Durand qu'à l'actualité politique quand on se définit de gauche radicale. En particulier alors qu'une guerre sévit en Ukraine et qu'il y a tant de fake news diffusées par l'extrême droite à ce sujet. Toujours sur ce même jeu de données, nous nous sommes également intéressés aux mentions, c'est-à-dire toutes les fois où une personne est taguée dans un tweet ou bien lorsqu'on a répondu à un message où la personne était taguée. Que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, la personne a reçu une notification, ce qui peut générer un stress énorme pour la personne lorsque les notifications ne cessent jamais, et donc potentiellement constituer une forme de harcèlement. Ce que vous voyez là montre les données concernant les comptes mentionnés par les Z. On voit que les personnes les plus souvent taguées sont des personnes étiquetées comme Z. On retrouve en première position la Tronchambier et Acer Mandax, suivi par Debunker des Étoiles, Mr Sam et Clément Fraise. Il faudra descendre à la 51e ligne pour trouver la mention du premier compte Zem. Regardons maintenant les mêmes données mais du côté Zem. On peut voir que 4 des 5 premiers comptes mentionnés font partie du collectif, ce qui n'est pas étonnant. Les gens se connaissent, échangent entre eux et se taguent mutuellement. On avait pu observer le même phénomène chez les comptes Z. Par contre, on observe très rapidement, dès la 6e ligne, la mention du compte Twitter d'Acer Mandax. En descendant un peu plus loin, on trouve Mr Sam dès la 35e ligne, puis Astronogeek et le compte de la Tronchambier, respectivement à la 53e et 57e ligne. Pour plus de lisibilité, observons uniquement les mentions de comptes étudiés. On observe que la personne du collectif à être le plus souvent mentionnée par les Z et ce n'est qu'une théorie, avec 135 mentions. Par ailleurs, le compte Z qui mentionne le plus souvent les personnes Zem est celui d'Astrocept. Il est probable que ce résultat soit dû au fait qu'Astrocept fait partie des comptes qui tweetent le plus et qu'il échange beaucoup avec le collectif sur Twitter. Du côté des Zem, le compte le plus souvent mentionné est sans surprise celui d'Acer Mandax. Par contre, on pourra observer que les mentions sont concentrées sur 3 comptes qui le mentionnent énormément et que j'ai volontairement anonymisés car personne ne mérite d'être harcelé, même pas les personnes qu'on pourrait identifier ici comme de potentiels harceleurs.
Car si ce n'est qu'une théorie et la plus mentionnée par les Z, elle reste tout de même mentionnée 4 fois moins qu'Acermandax. Les jeux de données que nous avons produits sont partiels de deux manières différentes. Le premier portait sur les 3200 derniers tweets de notre sélection de comptes, pour lesquels nous avons tous les messages sans limite de sujet, ainsi que les messages auxquels ces comptes ont répondu, pour des plages de temps allant de 3 mois à 2 ans. Passons maintenant au second jeu de données. Celui-ci, quant à lui, est sans limite de compte, mais les sujets sont limités, car nous avons récolté en fonction de mots-clés portant d'un côté sur Acermandax et de l'autre sur le collectif et ses membres. Ce second jeu de données porte sur un mois plein, du 18 juillet au 18 août. Un mois relativement calme sur les réseaux compte tenu des vacances. L'objectif était d'observer l'activité des différentes communautés autour des comptes Z et ZEM et de voir si on pouvait identifier des mouvements de harcèlement en meute d'un côté ou de l'autre et en particulier autour des leaders d'opinion. La première chose qui nous a frappé dans ce second jeu de données, c'est que s'est invité dans la balance la communauté d'Idriss Aberkane. En effet, comme nous le disions plus tôt, Acermandax a plusieurs fois critiqué Aberkane sur son blog et dénonce sur Twitter les régulières sorties de route de l'hyperdocteur. Il est courant lorsque Thomas Durand dénonce les critiques répétées de ZEM à son égard et les qualifie de harcèlement, que le collectif et sa communauté invoquent le cas d'Aberkane. Si lorsque Thomas Durand critique Aberkane ce n'est pas du harcèlement, alors nos critiques non plus. Nous avons donc décidé de garder les données provenant de la communauté d'Idriss Aberkane pour avoir un point de comparaison. Comme nous le disions, ce jeu de données n'est pas restrictif en termes de comptes étudiés. Nous ne nous intéresserons donc pas seulement aux membres du collectif, ni aux comptes sceptiques sélectionnés, mais à tous les comptes gravitant autour de leaders d'opinion et formant une communauté pouvant potentiellement déclencher un harcèlement en meute. Les comptes apparaissant ici ont tous utilisé entre le 18 juillet et le 18 août au moins un des mots-clés que nous avions sélectionnés. La taille des ronds ne correspond pas au nombre de followers réels sur Twitter, mais au nombre de liens de follow auxquels le compte est raccroché sur ce graphique. Les plus gros ronds pourront ici être considérés comme des leaders d'opinion, qui par leur notoriété, leur expertise et ou leur activité sociale intensive sont susceptibles d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'autres comptes sur ce graphique. On peut voir au milieu, en rose, la communauté des sceptiques, identifiée grâce à la méthode de Louvain, un algorithme permettant de détecter les sous-communautés au sein d'un graphe. Comme dans notre cas, le graphe représente les relations de follow entre les comptes, la méthode de Louvain permet d'identifier des communautés d'utilisateurs Twitter. On y voit les comptes de La Tronche en Biais, Acermandax ou encore Mr Sam, mais aussi Clément Fraise, Les Vaxeuses ou Maître Eolas. À gauche, en bleu, on retrouve la communauté autour du collectif ZEM. On y retrouve entre autres les comptes de Patchwork, Omar Malingénie ou encore Vinteuil, mais aussi Hygiène Mentale, Jérémy Royaux ou Trankson. Enfin, à droite, en vert, on retrouvera la communauté gravitant autour d'Idriss Aberkane. Les graphiques suivants ont été réalisés à partir du second jeu de données récolté à l'aide de l'API Twitter, puis analysés à l'aide d'une IA afin d'évaluer la négativité ou la positivité des tweets. Cela se nomme une analyse de sentiment. Pour les curieux, le modèle de cette IA est nommé Distil-Camembert. En bref, il s'agit d'un modèle linguistique de pointe pour le français, d'une très grande précision, dont l'objectif ici est de déduire le sentiment sous-jacent d'un tweet, négatif, neutre ou positif. Pour plus de détails sur cet aspect méthodologique très complexe, toutes les sources sont en description. Il ne faut pas oublier que comme les comptes étudiés ont pour principale occupation de critiquer et ou de débunker, ils sont naturellement analysés comme plus négatifs que la norme, même au sein d'une même communauté. Voici le premier graphique relatif aux mots-clés concernant Acermandax. Toutes les personnes apparaissant sur ce graphique ont donc parlé à Thomas Durand ou de Thomas Durand entre le 18 juillet et le 18 août de façon négative. La taille des ronds correspond à la quantité de négativité envoyée par le compte. Plus le rond est gros, plus ce compte a envoyé de messages négatifs comportant un des mots-clés relatifs à Acermandax. La largeur des traits, quant à eux, indique la quantité de messages négatifs envoyés à un même compte, toujours en utilisant l'un des mots-clés concernant Thomas Durand. Plus le trait est large, plus le compte a envoyé de négativité vers le compte destinataire. On peut voir le compte d'Acermandax au centre du graphique. Le rond correspondant à ce compte est de taille moyenne, ce qui veut dire qu'il n'envoie que peu de négativité. Par contre, on peut observer qu'énormément de traits de messages négatifs arrivent sur lui de la part des trois communautés, et en particulier de la part de la communauté d'Idriss Aberkane. Mais observons de plus près les échanges intercommunautés entre les ZEM et les Z. On peut observer que la communauté Z est assez étendue, et que comme nous le disions plus tôt, les échanges intracommunautés sont souvent analysés comme négatifs, et donc illuminent le graphique.
Cependant, on peut observer que parmi les 6 plus gros ronds se trouvent 2 comptes de la communauté bleue, c'est-à-dire la communauté gravitant autour du collectif Zététique Métacritique, dont un compte membre du collectif. Ce qui signifie que beaucoup de tweets comportant les mots-clés relatifs à Acermandax ont été émis par ces comptes avec un sentiment négatif. Observons maintenant le graphique relatif aux mots-clés concernant Zététique Métacritique. Le but ici est d'observer si, de leur côté, les membres du collectif ne seraient pas victimes de harcèlement en meute de la part de la communauté gravitant autour d'Acermandax et plus généralement des comptes Z. Ainsi, toutes les personnes présentes sur ce graphique ont parlé du collectif ou bien à un ou des membres du collectif entre le 18 juillet et le 18 août de manière négative. On peut voir que la communauté rose, c'est-à-dire la communauté des Z, est très peu représentée sur le graphique. En effet, les seuls entre guillemets gros comptes Twitter de la communauté qu'on peut voir sont ceux de Geek and Fit, Penseur Sauvage, Nibortolum et de la Tronche en Biais. Leurs ronds sont très petits, ce qui veut dire qu'ils envoient très peu de messages négatifs en rapport avec les mots-clés étudiés. Il n'y a donc pas eu sur cette période de mouvement de meute provenant de la communauté Z vers la communauté gravitant autour des M. On observe seulement 2 entre guillemets petits comptes assez virulents, mais ceux-ci sont néanmoins moins négatifs que certains comptes de la communauté autour du collectif. Car ce qui est notable, c'est que l'écrasante majorité des messages négatifs autour des mots-clés ciblant le collectif sont en réalité des messages internes à la communauté de celui-ci. Prouver qu'il y a eu harcèlement est très difficile en justice, et nous ne sommes pas juges. Nous ne pouvons décider s'il y a eu harcèlement ou non. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder les données et voir si on observe un intérêt prononcé, voire un acharnement sur une ou des personnes, et la répétition d'actions pouvant nuire à la vie de ces personnes. Concernant le blog de Zététique Métacritique, on observe un intérêt très prononcé et récurrent envers les sceptiques, et plus particulièrement Thomas Durand, pour lequel il n'y a pas d'équivalent sur les 2 blogs sceptiques étudiés. Par ailleurs, nous avons pu observer qu'il y a une nette différence dans le comportement en ligne des membres du collectif et celui des comptes étiquetés comme Z. Sur Twitter, on peut remarquer que si les comptes Z tweetent principalement sur des sujets liés au scepticisme et communiquent très majoritairement avec des personnes au sein de la communauté sceptique, les comptes liés au collectif ZEM, quant à eux, tweetent énormément sur les personnalités de la communauté sceptique, et les mentions de comptes Z par les membres de ZEM sont extrêmement nombreuses. Dans ce cadre, les notifications peuvent devenir un vrai calvaire pour les comptes les plus souvent visés, comme celui d'Acermandax. Par ailleurs, il n'est pas rare que les personnalités publiques créent des alertes sur leur nom ou leur pseudo afin d'être avertis lorsqu'on parle d'eux, ce qui peut s'ajouter encore aux notifications liées aux mentions. Le cas du compte de Thomas Durand est très intéressant pour parler de harcèlement. Car il reçoit certes des notifications de la part de certains membres du collectif, mais celles-ci semblent être anecdotiques lorsqu'on observe le graphique global. Car oui, en parallèle des critiques de Zététique Métacritique, Acermandax se prend un très grand nombre de messages négatifs de la part de la communauté d'Idriss Aberkane. On appelle ça du dogpile. Le dogpile, c'est lorsqu'une même victime est harcelée par plusieurs personnes successivement, de manière concertée ou non. Dans ce cas de figure, chacune de ces personnes n'a pas nécessairement agi de façon répétée. Cependant, le code pénal reconnaît ce comportement comme un délit. Ce ne sont peut-être que des critiques, mais ajoutées au lot de messages négatifs que reçoivent une même personne, ces critiques participent au harcèlement en dogpile lorsqu'elles sont elles-mêmes répétées et répétées encore. Alors bien sûr, la première chose à faire pour ne pas tomber dans le harcèlement est de ne pas multiplier les messages de critique. Une autre solution pour éviter les notifications incessantes auprès des personnes est de détaguer les gens lorsqu'on échange avec une personne sur un fil de discussion où beaucoup d'autres ont été tagués auparavant. Qu'on soit militant et ou sceptique, si nos critiques sont inaudibles, alors c'est qu'il faut changer de méthode. Le but ne doit pas être de convaincre les convaincus, mais justement de faire en sorte que notre message puisse sortir de notre chambre d'écho. Je m'adresserai tout particulièrement aux membres du collectif Zététique Métacritique sur ce point. Si votre but est de pallier un manque dans les contenus sceptiques mainstream, alors produisez du contenu accessible et qui éduque les gens. Ne restez pas sur la simple critique répétée jusqu'à la limite du harcèlement. Comme je le disais plus tôt, pour cette vidéo, j'ai lu l'intégralité de votre blog. J'ai vu que vous êtes capable de produire du contenu pertinent. Mais j'ai également vu qu'avec le temps, celui-ci a dû céder sa place à la critique et à un acharnement démesuré. Nous avons choisi d'anonymiser les données pointant les membres du collectif qui taguent le plus souvent les sceptiques,
afin de les protéger d'un possible, entre guillemets, retour de flamme suite à cette vidéo. Cependant, nous sommes bien évidemment disposés à fournir ces données non anonymisées au collectif afin qu'il puisse se remettre en question comme nous l'avons nous-mêmes fait pendant cette enquête. Enfin, au-delà de Zem, il y a quelque chose à construire là-dessus. Au-delà même de la réflexion collective que nous devons toutes et tous avoir sur notre comportement en ligne, il y a des outils à développer grâce aux techniques utilisées pour cette enquête. Ainsi, le projet que nous avons l'idée d'entreprendre suite à cette enquête est de créer une application afin de pouvoir mieux analyser, contrôler et améliorer nos propres comportements en ligne et lutter contre le harcèlement même involontaire. De plus en plus de personnes quittent les réseaux sociaux pour se protéger et protéger leur santé mentale. Ce qu'a d'ailleurs fait notre collègue Vled Tapas il y a quelques mois. Que l'on ait un compte suivi par 100 personnes ou 100 000, le harcèlement nuit à toutes et tous. Rappelons-nous, à chaque fois que nous sommes sur le point d'envoyer un message, les mots tuent.